Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plus-values immobilières. En cas de cession d'un bien immobilier loué meublé par un loueur non professionnel, la plus-value réalisée relève du régime des plus-values immobilières des particuliers. Jusqu'à présent, les loueurs soumis à un régime réel d'imposition n'étaient pas tenus de prendre en compte les amortissements déduits de leur loyer durant la phase de détention au moment de la cession de leur bien. Ce n'est dorénavant plus le cas puisqu'ils doivent minorer le prix d'acquisition des amortissements déduits, ce qui augmente le montant de la plus-value taxable. Cette disposition s'applique pour les cessions réalisées à compter du 15 février 2025. En sont exclus les biens situés dans une résidence senior ou destinés à l'accueil d'étudiants. Deuxième sujet de notre JT. Mise en place d'une protection sociale complémentaire. Une société a mis en place une complémentaire santé en application d'un accord collectif de branche, sans toutefois consulter au préalable les institutions représentatives du personnel, IRP, concernées, comme le lui imposait pourtant l'accord de branche. Un salarié a alors contesté en justice son adhésion au régime frais de santé, ainsi mis en place après son embauche dans l'entreprise. Il a obtenu gain de cause devant la Cour d'appel qui a considéré que du seul fait de l'absence de consultation des IRP sur le choix de l'organisme assureur, l'acte juridique fondateur du régime frais de santé s'analysait en une décision unilatérale de l'employeur, DUE. Or, en vertu de l'article 11 de la loi E20, les salariés déjà employés avant la mise en place d'un régime de protection complémentaire peuvent refuser d'y adhérer dès lors que celui-ci comporte une contribution salariale et qu'il est instauré par DUE. Mais, pour la Cour de cassation, même en cas de défaut de consultation des IRP sur le choix de l'organisme assureur imposé par l'accord collectif instituant un régime de prévoyance, ici, accord de branche, le régime s'impose aux salariés, sauf dispense autorisée. Ce seul manquement n'autorise pas la requalification de l'acte juridique fondateur en DUE, qui permettrait aux salariés déjà dans l'entreprise de ne pas y adhérer en application de la loi E20. Troisième sujet de notre JT. Distribution du report à nouveau, à quel moment peut-on le faire ? Alors que les assemblées générales annuelles d'approbation des comptes vont débuter pour les sociétés clôturant leurs comptes au 31 décembre, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe sur les modalités de distribution des bénéfices des années antérieures laissés au compte, report à nouveau, RAN. Dans cette affaire, les associés d'une SAS ont décidé, 2 mois après l'approbation annuelle des comptes, d'une distribution exceptionnelle des sommes laissées sur le compte report à nouveau. Entre ces deux assemblées, des associés avaient conclu une promesse de cession de leurs actions à des tiers. Les cédants assignent ensuite la SAS en paiement de leurs dividendes. Pour faire échec à la demande, la SAS soutient que l'assemblée exceptionnelle ayant décidé la distribution de dividendes était nulle puisqu'elle avait été prise alors que le total des capitaux propres était inférieur à la moitié du capital social. Les juges d'appel suivent cet argument pour ne pas ordonner la mise en paiement des dividendes. Les juges de la Cour de cassation censurent la décision de la Cour d'appel et rappellent que la décision d'une société commerciale s'impose aux associés tant que la nullité de la décision n'a pas été prononcée. En conséquence, pour ordonner le non-paiement des dividendes, la Cour d'appel aurait d'abord dû prononcer la nullité de l'Assemblée. La Cour de cassation va plus loin en donnant à sa décision une portée plus large. En effet, les juges se basent sur la définition du bénéfice distribuable. Ce dernier correspond au bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. Il est également augmenté du report bénéficiaire. Ils en déduisent alors que le report à nouveau, composé des bénéfices non distribués des années précédentes et non affectés à une autre réserve, est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant. Par conséquent, seule l'Assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes qui constate le bénéfice peut en décider l'affectation et donc sa distribution. Une distribution du report à nouveau en dehors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle peut ainsi être annulée. Il semble que seul le report à nouveau serait concerné par cette décision, car il est une composante du bénéfice distribuable. Les autres réserves disponibles ne devraient pas être concernées par cette décision. Pour sécuriser les distributions du RAN antérieur, il conviendrait de les régulariser lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire annuelle.